זרק אותי. איפה? ההיא פיטרה. איפה? ודודה שלי מלכה אותי. איפה? מה איפה? בחיפה, מה עכשיו? שאלות. נו, מתי הדרופ? שלום שלום וברוכים הבאים יצא לי שלום פעמיים. ברוכים הבאים לרדיו ג'ודאיקה. כבר הרבה זמן לא עשית את זה. אני יודעת, אני לומדת. 90.2 FM ברדיו ג'ודאיקה. אנחנו כאן באחי ישראלי, שגית ואנוכי, יפעת. שגית, מה שלומך? אני בסדר, יום ארוך. כן. ציפיתי האמת שחודש יולי יגיע ותהיה לי אתנחתה קצת ואני אוכל לנצל את העובדה שהילדים במחנה. והנה נגררת להקלטות. לא רק, יש לי תחושה שהשנה אנשים לא יצאו לחופש, ואני אפילו לא ברמה שאני אומרת מתי אני יוצאת, אני פשוט רוצה שכולם יצאו לחופש. מכירה את ההרגשה? אני מכירה את ההרגשה. אבל אנחנו כאן בכל זאת היום לשיחה מאוד מעניינת, וגם השיחה הראשונה שלנו בצרפתית. נכון. נכון. זו פעם ראשונה שאנחנו מקליטות בצרפתית, והאמת שאני מתרגשת וגם שמחה וגאה שאנחנו עושות את זה. כן, והאמת תכף הולכת לצאת על הרמה שלי בצרפתית. אכפת לנו. אכפת לנו, נכון. האורחת שהגיעה אלינו היום, זו אורחת שפגשתי במקרה. וכנראה שאין מקרה בחיים. נכון. כי הופעתי לפני כמה שבועות בפדה לה מוזיק ז'ואיף, והיא ישבה בקדמה של האולם, וצילמה אותי, ואחר כך ביקשתי שאם אפשר לשלוח לי את התמונות, ואז הבנתי מי היא, ואת יודעת, כמו שאנחנו יודעות לעשות, ישר יצרתי קשר, ואני שמחה שהיא הסכימה לבוא. נכון, נכון. Alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Fadila Maroufi. Elle est cofondatrice et directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes et des cafés laïcs à Paris et à Bruxelles. Mais au-delà des titres, Fadila est une femme de terrain, une anthropologue, une travailleuse sociale et surtout une voix courageuse qui ose parler là où autres se taisent. Son parcours est à la fois bouleversant et inspirant. Et nous sommes très heureuses qu'elle ait accepté de le partager avec nous. Alors, bonjour Fadila. Shalom. Bonjour, shalom. Merci pour venir aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Et Fadila, pour celles ou ceux qui ne vous connaissent pas encore, comment vous présentiez-vous? Alors moi, je me présente comme une citoyenne d'abord belge, belgo-marocaine, donc parce que je suis d'origine marocaine, de 3e génération, d'une famille de 8 enfants. Je suis l'aînée. Et mes grands-parents sont venus en premier en Belgique. Et j'ai été très impliquée à Bruxelles. J'ai beaucoup travaillé en tant que travailleuse sociale. Et puis ensuite, j'ai repris des études pour essayer de comprendre le phénomène de radicalisation à Bruxelles, puisque je voyais de plus en plus de femmes se radicaliser, d'enfants se radicaliser. Et je voyais aussi beaucoup de violence autour de ces familles quand j'étais travailleuse sociale, avec un public d'origine surtout maghrébine ou musulmane. Et donc, pour moi, il était important de comprendre et d'essayer de les aider à sortir en fait de tout ce qui était en train de se produire jusqu'à présent. Donc voilà, ça c'est en gros. Et puis ensuite, j'ai commencé à militer parce que évidemment, on peut pas faire autrement à un moment donné. C'est pas moi qui ai décidé que j'allais être militante, mais par la force des choses, on est obligé de prendre position quand on voit des injustices. Et donc moi, j'ai décidé de prendre mes responsabilités et donc de travailler sur ces questions-là et puis de mettre les mots sur ce qui se passe en réalité. Avant qu'on commence à discuter votre travail, projet, et je voulais poser une question qui, en fait, on a posé ça à nos enfants il y a quelques semaines, qui sont israéliennes et belges. Et toi, tu es né en Belgique, mais tu es par des familles marocaines.
comment tu te sentais plus belge ou plus marocain? Alors, moi, c'est particulier parce que j'ai un rapport au Maroc qui est assez compliqué. Parce que les conditions de la femme est difficile et compliquées aussi. Au Maroc, on n'a pas les mêmes droits. Enfin, c'est très, très complexe. Donc, moi, j'ai grandi à Bruxelles. J'ai beaucoup d'amis bruxellois. Et donc, pour moi, je me sens belge, même si j'ai des racines d'origine marocaine. Culturellement, il y a des choses qu'au Maroc que j'aime beaucoup. Ouais. Mais je me sens d'abord belge. Enfin, je suis belge, donc je me sens belge. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'aimer quand même la culture d'origine, de mes origines, de mes grands-parents, etc., que je connais quand même un petit peu. Mais voilà, je suis belge. Et comment c'était ton enfance? Alors, mon enfance a été très compliquée parce que je viens d'une famille rifaine, donc du Rif, du nord du Maroc. Ok. On parlait la langue berbère, donc on ne parle pas arabe, en Ouais. sachant que tout le Maghreb, le Maroc, Algérie, Ouais. Tunisie, C'est une langue complètement différente. complètement différente. C'est Ouais. comme si vous parliez l'anglais et le français, en fait. Ouais. Et les Berbères, à la base, avant l'invasion des Arabes, c'était d'abord des chrétiens, des juifs, etc., qui vivaient dans tous ces contrées. Puis ensuite, il y a eu l'invasion arabe. Donc ça, très peu, on en parle très très peu. Et donc toute cette communauté, finalement, est arrivée en Belgique, donc du Nord, en majorité. Et moi, je viens surtout d'une ville qui s'appelle Nador, donc c'est à côté du conclave espagnol. Et donc, c'est vrai qu'on Nador est connu pour être très compliqué, très difficile. Ok. Ils sont très, très traditionnels, très fermés, et les femmes n'ont pas beaucoup de droits. On se marie très jeune, donc moi j'ai connu des camarades qui ont été mariés de force à 14-15 ans. Oh. Moi j'ai connu beaucoup la violence intrafamiliale aussi. Il y a eu beaucoup de violence dans ma famille, etc. Donc j'ai pas vraiment un vécu, on va dire, de mon enfance très positif. Et comment tu as commencé ton activisme? Ça, c'est arrivé plus tard. Bah, d'abord, ça a commencé déjà, j'étais très révoltée par ce qui se passait dans la communauté musulmane et dans ma famille. Et avec le temps, il y avait des choses que je ne pouvais plus admettre et que je n'acceptais plus. Moi, j'ai eu de la chance quand même d'être dans une famille qui n'était pas antisémite. Ça, c'était quand même important. Ça m'a permis aussi d'avoir une ouverture parce que ma grand-mère m'expliquait, il me racontait que ses voisins étaient juifs, ils étaient marocains, mais ils étaient juifs et qu'ils vivaient les uns avec les autres, qui se partaient, il y avait des partages, etc. Donc moi, j'ai grandi avec cette histoire-là et j'écoutais déjà à l'époque, surtout à mon adolescence, j'écoutais Judaïka FM. J'aimais bien la musique parce que la musique était un peu... j'entendais aussi les consonances, les racines orientalistes, etc. Donc moi, j'aimais bien et on a grandi avec ça. On écoutait l'Eurovision quand Israël gagnait, etc. Ma mère aimait bien, donc voilà, c'était normal. Mais dans la communauté musulmane, mes camarades, eux, qui allaient beaucoup dans les mosquées, parce que la grande majorité des enfants à Bruxelles allaient dans les mosquées et se radicalisaient dans les mosquées. Et il y avait des propos antisémites très violentes. Okay. C'était très souvent, c'était pas juste une fois de temps en temps, c'était vraiment très souvent. Et donc j'entendais beaucoup le mot sale juif, etc. Je te parle de Belgique, de Bruxelles. Est-ce qu'il y avait un moment, ça s'appelle un moment aha, oui, un moment qui... Un déclic. Oui, qui est une prise de conscience soudaine ou progressive, voilà, quand en fait, je vais vous tutoyer si ça va, quand tu as dit, ah voilà, ça c'est inacceptable, ça c'est assez, c'est suffisant pour moi, je voudrais quelque chose d'autre pour moi, pour ma communauté. Il y a eu plusieurs phases. Quand j'étais déjà petite, j'étais consciente. Après, vers l'âge de 12 ans, j'ai été pour la première fois au Maroc et j'ai vu la condition des femmes, comment on était traitées. À 12 ans, c'était la première fois? Vers 11-12 ans, oui, c'était là. Okay. J'avais déjà été une première fois quand j'avais 1 an, mais je ne me rappelle pas. Non, mais vraiment, à 12 ans, 11-12 ans, là, je me suis rendu compte, vraiment, j'ai été pour la première fois au Maroc et donc je me suis rendu compte de la condition des femmes. Là, je me suis dit, moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas mon projet du tout, je me reconnaissais pas en ça. Donc là, j'ai vraiment pris une première prise de conscience et je me suis dit, il faut que j'arrive par mes études, je voulais être libre. Et comme je vous le disais, on ne vivait pas en liberté en tant que femme. Donc moi, mon rêve, c'était d'être libre. Et puis, il y a eu progressivement, petit à petit, d'autres déclics. La première, la seconde, c'était quand il y a eu la décennie noire en Algérie. Et moi, avec tout ce que j'entendais, tout ce que je voyais ici à Bruxelles, dans les mosquées, les propos radicaux,
Je savais qu'il y avait une guerre qui se préparait. Nous, on a grandi avec le fait qu'un jour, le monde deviendra musulman, islamique, Inch'Allah, etc., qu'il va y avoir un combat, etc., que voilà, les juifs, les chrétiens et tout ça, soit vous se convertir ou vous mourir, Ouais. etc. Donc, j'ai grandi avec ça. Et moi, je ne voulais surtout pas de ça. Parce que d'abord, j'étais contente qu'on soit dans une démocratie. Et puis, j'ai grandi aussi avec la Shoah. J'ai vu l'histoire, on voyait des reportages. À l'école, on nous apprenait la Shoah, etc. Déjà là, j'étais révoltée par ce que j'ai vu. C'est-à-dire quand j'ai vu des gens qui étaient exterminés parce ils avaient une religion différente, etc., ça m'avait fortement impactée et touchée. Déjà là, je ne supportais pas ça. Donc je pense que ça a favorisé en moi aussi cette envie de balayer tout ce qui était injustice. Et puis après, ben, c'était évidemment quand j'ai eu 17 ans, la première fois, j'ai été mariée de force. Et puis voilà, et puis enfin, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de partir et j'ai commencé. Donc je suis devenue travailleuse sociale. Et là, je me suis dit, je veux qu'on sache, je veux essayer de faire en sorte que les jeunes sortent de cet entrisme, de ce problème, de cette haine, on va dire, envers tous ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on entendait sales mécréants, sales juifs, les autres c'était des porcs, des salés, etc. Mais il y a des images que la communauté marocaine plus proche de la communauté juive, parce qu'ils sont habités, vivaient ensemble. Et pourquoi tu penses qu'ici à Bruxelles, la haine est grandie? Parce que je pense que, d'abord, au Maroc, ça n'a pas toujours été très paisible non plus. Il y a des moments où ça se passait bien, puis il y a des moments aussi où c'était quand même pas... Okay. Il y a eu quand même aussi des choses qui n'étaient pas correctes, qui étaient même très graves. Mais ici, c'est surtout le radicalisme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les mosquées, comme les enfants fréquentaient les mosquées, dans ces mosquées, il y avait des imams qui prêchaient la haine, soit en berbère, en français ou en arabe. Et finalement, cette génération, à partir de la 2e, 3e, 4e génération, ils ont été endoctrinés à l'islam radical, au départ par le wahhabisme, donc le salafisme venu de l'Arabie saoudite, et puis petit à petit avec les frères musulmans aussi. Et donc nous avons plusieurs générations endoctrinées et radicalisées en Europe. C'est pour ça que les enfants d'origine du Maghreb sont plus radicalisés, ou même subsahariennes, sont plus radicalisés que les personnes qui viennent des pays d'origine, parce que ici, il y a eu vraiment un endoctrinement qui s'est fait, parce que les Saoudiens, les Qatars, etc., ont financé des mosquées avec une idéologie qui venait de ces pays-là. Puisque dans le Maghreb, l'islam, c'est un islam qui est du courant malikite, c'est pas du tout la même chose. Et c'était plutôt mes grands-parents, quand ils pratiquaient l'islam, ou même mes parents, c'était un islam soft, où c'était un peu à la carte. On n'était pas très regardant, il y avait des interdits et des pratiques, mais c'était pas non plus le plus important. Par contre, après, avec le radicalisme, on a amené les jeunes, on les a poussés à être beaucoup plus pratiquants et plus radicaux dans leurs propos que leurs propres parents, et on les appelait même parfois à recadrer leur propre famille. C'est-à-dire que moi, j'ai vu à un moment donné, parce que j'avais infiltré les sœurs musulmanes à Bruxelles, j'avais fait tout un travail là-dessus, et j'ai vu comment ils endoctrinaient, comment ils nous expliquaient qu'il fallait que nous éduquons nos parents qui ne connaissaient pas bien le vrai islam, à les éduquer au véritable islam, mais c'était un islam radical, hein. Mais ils ne l'appelaient pas comme ça. Pour eux, ça s'appelait juste un véritable islam. Donc, ils réislamisaient les femmes et les jeunes filles, les enfants. Et comment la famille et voilà, la communauté autour de toi a réagi les jours que tu dis, voilà, moi je pars, je ne peux pas rester dans ce mariage, j'accepte pas de vivre comme ça. Tu restes, à ce moment-là, tu restes toute seule, ou qui en fait tu as trouvé pour t'aider, pour supporter, pour te supporter? Alors, c'est pas facile au départ, parce que dans la communauté, il n'y a personne qui m'a soutenue, dans ma famille non plus, parce que c'était un mariage en plus dans la famille, avec quelqu'un de la famille, ça a créé des tensions et des problèmes, donc c'était encore plus à devoir supporter. Et puis à l'extérieur, c'était plus, il y avait notamment une thérapeute, j'avais vu une psychologue avec qui je m'entendais bien et donc qui me soutenait, mais qui n'était pas de la communauté, hein, qui était une Belge, voilà, thérapeute. Et donc c'était le seul soutien que j'avais, et puis les professeurs à l'école
et qui n'étaient pas non plus issus de la communauté ou qui n'étaient pas musulmans. Et donc là, je pouvais avoir quand même un écoute et des discussions avec eux, mais c'était pas évident parce qu'il y avait aussi un conflit de loyauté. C'est pas toujours facile, même soi. On a l'impression que les autres qui ne sont pas musulmans ne comprennent pas ce qu'on vit, et puis on a une honte aussi que ça se passe comme ça, donc on ne parle pas forcément de tout non plus. Donc il a fallu quand même faire un travail sur soi pendant qui a duré des années et des années. Hein. Ça ne s'est pas fait en une fois. Et puis après, j'ai eu d'autres épisodes qui ont été aussi assez complexes. C'est-à-dire qu'à 19 ans, j'ai fait un coming out, donc j'ai expliqué à ma famille que j'étais homosexuelle, que je ne pouvais pas me marier, etc. Et ça a été très mal vécu, mais ils ne l'ont pas vraiment dit tout de suite. Et donc, ils m'ont ramené au Maroc, où ils m'ont séquestré pendant 2 mois, donc ils m'ont enlevé les papiers, donc j'ai cru que j'allais plus jamais revenir. Et puis voilà, je suis arrivée à revenir en Belgique, et là, je me suis dit plus jamais je mettrai les pieds au Maroc. Et puis quand j'avais 23 ans, là, j'ai dit à mes parents, je pars. Que vous vouliez ou pas, je vais partir, je veux être libre, je vais prendre un appartement. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à travailler, en même temps à poursuivre mes études. J'étais travailleuse sociale, et donc là, j'ai commencé vraiment à essayer de faire un travail avec les populations à Bruxelles. Et tu as étudié anthropologie? Par la suite. C'est-à-dire que quand j'ai commencé travailleuse sociale, j'ai fait des études d'éducateur spécialisé en dehors de Bruxelles, en même temps que le travail. Et puis ensuite, j'ai continué mon cursus. J'ai fait un certificat en santé mentale en contexte social. Et puis après, j'ai repris un master en anthropologie à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Et pourquoi tu as choisi ce sujet? Parce qu'au départ, en fait, c'est que comme j'étais travailleuse sociale, je voyais des choses qui se produisaient. Et je voyais qu'au niveau politique, il n'y avait pas beaucoup d'envie, ou même il y avait aucune initiative pour vraiment faire changer les choses. Et moi, je voulais comprendre ce qui se passait, analyser. Je n'avais pas les outils pour ça. Et l'anthropologie, pour moi, j'avais rencontré des anthropologues. J'aimais bien leur manière de travailler les choses. Et donc, je trouvais que ça correspondait bien avec mon travail social. Et donc, j'ai voulu étudier ça pour avoir une méthode. Au départ, ce n'était pas du tout ni pour être diplômée ou quoi que ce soit. Je ne prétendais pas. Je ne pensais pas être capable même de faire des études. Moi, ce que je voulais, c'était les outils, lire beaucoup parce qu'il me manquait aussi de la lecture, et pour pouvoir ensuite analyser ce que je voyais et pouvoir ensuite remonter ça vers le politique pour faire changer les choses. En tout cas, je pensais que c'était comme ça que ça se passait, mais très vite, j'ai compris que les choses allaient tourner autrement. La transformation, c'est quelque chose qui dure longtemps pour transformer la communauté, pour changer les avis des personnes. Est-ce qu'il y avait des moments de découragement ou des moments que tu as dit « Ok, je pars. Je ne vais pas venir en Belgique. Je vais pas retourner en Belgique. Je vais aller quelque part d'autre. Je ne voudrais pas être trouvée par personne. C'est trop difficile d'essayer de changer les avis de ma famille. Est-ce qu'il y avait des moments de découragement ou comme ça que... Mais c'est très difficile de sortir d'un emprisme. Quand on est sous emprise de la famille, etc., c'est assez compliqué. Donc, je pense qu'au début, je cherchais quand même encore à avoir l'amour de ma famille. Mais c'est vraiment des années plus tard que j'ai compris que je ne l'aurais jamais, quoi que je fasse, sauf si je deviens comme eux veulent que je sois. Et ça, pour moi, c'était pas possible. Et puis, je suis très attachée à la Belgique. J'aime beaucoup la Belgique. Malheureusement, voilà, les choses n'évoluent pas d'une manière positive. Moi, je crois qu'on aurait pu faire des choses. On aurait pu améliorer les choses. On aurait pu faire sortir ces jeunes, ces familles de cet entrisme. Ils auraient pu évoluer. Il y a eu des tentatives. On voyait bien que, par exemple, dans les mariages, vous savez, chez les Marocains, en Belgique, les mariages ne sont pas mixtes. Les femmes et les hommes sont séparés. Et il y a un moment, dans les fins des années 90, 2000, où ils ont essayé de faire un mélange, mariage où vous retrouvez les hommes et les femmes. Très vite, les islamistes dans les mosquées, ils ont dit c'est haram, c'est interdit, etc. Donc, tout de suite, ça s'est replié. Donc, si vous voulez, ils ont toujours été très tenus, très surveillés. Et puis, en plus, les politiques ne mettent jamais en avant des gens qui sont ouverts d'esprit. C'est encore le cas, ces situations, aujourd'hui aussi? Oui, bien sûr, ça ne change, ça n'a pas changé. Et le pire, c'est que les politiques choisissent toujours des gens pour représenter la communauté musulmane qui ont cette fermeture d'esprit. Ils prennent rarement des gens positifs ou des gens qui peuvent vraiment amener la communauté à évoluer positivement, etc. Il y a eu des politiques catastrophiques, la politique des grands frères. Ils choisissent des jeunes dans le quartier pour essayer de calmer les jeunes, pour éviter les émeutes, etc. Mais ces jeunes qu'ils ont choisis, ce sont des gens souvent qui sont des délinquants, qui vendaient de la drogue, etc.
Donc et puis après qui ont été récupérés par des islamistes, et puis après on les a retrouvés dans des associations engagées, et puis en politique. Donc et finalement après la population musulmane, ils sont pris aussi où certains ont peur, n'osent pas parler. Moi j'ai rencontré des femmes qui portaient le voile mais qui ne l'auraient pas porté si elles le portaient, parce qu'elles savaient que dans le quartier elles allaient avoir de la pression, qu'elles risquaient de se faire agresser. Elles avaient peur pour leur fille parce qu'elles vivaient seules, et elles étaient souvent divorcées, et elles me le disaient qu'elles le portaient juste pour avoir la paix, pour avoir la tranquillité, puis pour qu'on ne touche pas à leur fille. Et donc c'est cette pression-là qui était là et que moi je voulais absolument essayer de faire, de changer. Mais j'ai pas eu cette aide-là, j'ai pas eu ni les politiques ni des personnes vraiment pour soutenir. En plus, dans la communauté, on parle pas des choses qui se passent. Tout est tabou, tout est secret. Et donc finalement, c'est pour ça que maintenant, moi je trouve que depuis quelques années, je me dis il faut parler. Si on veut que les choses sortent, quand je dis les choses, c'est pour que les gens de la communauté d'abord m'entendent et se disent moi aussi j'ai vécu, moi aussi je sais que il y a quelqu'un qui l'a vécu, donc je suis pas la seule. Et j'aimerais vraiment que eux prennent aussi la parole et disent moi aussi ça m'est arrivé, pour se libérer. Je pense qu'on peut le faire et se libérer de ça que si on parle. Si on parle pas, honnêtement, on pourrit de l'intérieur. Et quand tu parles avec des jeunes aujourd'hui, 2025, quelle réalité tu observes? Est-ce que quelque chose est changé? Est-ce que leur situation est meilleure aujourd'hui qu'à l'époque? Qu'est-ce qui a changé depuis le temps que tu étais une petite fille? La situation, elle a changé, mais pas forcément positivement. Elle a changé en pire. Moi, c'est le constat que je fais, c'est que l'entrisme et l'islamisme a rongé vraiment les familles. Quand j'étais plus petite, on trouvait une personne radicalisée vraiment dans la famille très élargie. Maintenant, ça s'est complètement inversé. On voit que les familles, ils sont majoritairement plus radicalisés qu'avant. Et ça ne s'améliore pas et ça ne risque pas de s'améliorer. Et on le voit notamment avec le 7 octobre, ça c'est encore beaucoup plus, et que ça s'exprime encore beaucoup plus, avec l'aide évidemment de cette gauche qui soutient aussi ce discours, on va dire, antisémite qui est présent. Je vous avoue que là, j'ai toujours de l'espoir parce que je pense que j'ai toujours confiance en l'humanité et qu'un jour, il y a des personnes, des citoyens qui vont pouvoir se réveiller et faire des choses. Mais en même temps, je crains vraiment, d'abord, pour la communauté juive, parce que clairement, elle est en danger en Belgique. Ça, c'est indéniable. Et deuxièmement, parce que la situation est telle qu'on voit que Bruxelles, maintenant, est vraiment sous emprise des islamistes. Comment tu expliques que les gens, les sociétés ici, éviter de comprendre les figures comme toi, tu expliques, tu es musulmane, tu es grandi dans cette société marocaine et tu expliques aussi par rapport au Coran, par rapport aux rôles, par rapport à l'extrémisme. C'est comme tous les faits que tu le dis, ils refusent, comme on dit en français, refusent de l'accepter. Ils ont leur agenda. Et c'est comme ça, et n'importe quoi tu lui dis, il continue de supporter les gens, honnêtement, ils n'ont pas la même valeur qu'on est... Parce qu'il y a une différence, surtout à Bruxelles, c'est plus à Bruxelles qu'ailleurs. Oui. Il y a des comme ça, parce qu'à Bruxelles, il y a une forte communauté musulmane, turque et marocaine, d'abord. Et dans certaines communes, donc Bruxelles, c'est 19 communes, et dans ces 19 communes, vous avez pour moi entre 8 et 11 communes où vous avez une population musulmane et turque qui est quand même assez importante. Et ça aussi, donc il y a entre 22% et 50% de musulmans dans certaines communes. Donc pour les politiques, le vote des musulmans est très important. Donc depuis plusieurs décennies, les politiques, surtout de gauche au départ, ont toujours cherché à obtenir les votes électoraux de la communauté musulmane. Donc ils étaient prêts à tout. Ils échangeaient, ils octroyaient des appartements sociaux, des logements sociaux, des avantages, etc., etc. Et donc c'est surtout pour ça. Et donc on ne veut pas avoir de problème tant qu'on a le vote des musulmans. Maintenant, évidemment, ça s'est étendu sur Bruxelles, et on voit qu'il y a les citoyens qui voient la réalité, qui ont peur et qui quittent Bruxelles, clairement.
Et puis, vous avez les autres qui ne veulent pas entendre ce que je dis parce que entendre ce que je dis, c'est les mettre face à leurs responsabilités sur ce qui se passe. Maintenant, on voit bien qu'on a un parti islamiste. On voit que dans les partis politiques traditionnels, il y a des islamistes au sein de ces partis. Ouais. Donc, ils ont peur, en fait, de parler maintenant. Ils savent que c'est fini. Et puis, ils ne veulent pas qu'on dise qu'eux, ils ont collaboré avec les islamistes. Parce qu'il y a eu vraiment une collaboration. Maintenant, ils commencent à se rendre compte, mais ils ne savent rien faire, en fait. Ils ne peuvent plus rien faire, ils ont peur. Donc, et puis, de l'autre côté, vous avez aussi ces islamistes qui leur disent « Oui, mais elle ment, c'est la seule, etc. » Il n'y a personne d'autre qui parle. Regardez la preuve, elle est toute seule, etc. En réalité, ce n'est pas que je suis seule, mais c'est que les autres, ils voient ma situation. Et ils se disent, mais si on parle, on va se retrouver dans la même situation qu'elle. C'est-à-dire que vous avez une pression familiale, parce que moi, j'ai plus de contact avec ma famille. C'est terminé. Okay. On est menacé de mort, on est insulté, on perd son travail. Moi, j'ai perdu mon travail, je ne peux plus travailler, par exemple. Okay. Vous voyez, donc, ils voient ça. Donc, moi, j'ai parfois, très souvent, des gens qui m'écrivent en message privé, issus de la communauté musulmane, et qui me disent, on est d'accord avec toi, on te soutient. Mais tu vois bien qu'on ne peut pas parler, parce que regarde ce qui t'arrive. Toi, avec tout ce que tu as fait, c'est comme ça qu'ils te remercient. Ils ne t'engagent pas, ils te laissent dans cette situation-là. J'ai eu des djihad judiciaires. On ne se rend pas compte, en fait, mais on vous tue socialement, économiquement, on vous tue à tous les niveaux. Et donc, les gens ne veulent pas s'impliquer parce qu'ils se disent, mais si on fait ça, nous, on va risquer, puis on a des enfants, etc. Donc, voilà. On a parlé au niveau politique, au niveau de sécurité, mais quelle est la responsabilité de l'école, voilà, quelle est leur responsabilité pour essayer de combattre les radicalismes, les fondamentalismes? C'est compliqué pour les écoles de combattre, d'autant plus qu'on a vu ce qui s'est passé en France avec Samuel Paty, avec Dominique Bernard, avec tous ces professeurs qui ont été assassinés. Je pense qu'ici, les professeurs ont vu ça et vraiment, ils ont vraiment été traumatisés pour ça. C'est pas parce que c'est passé en France, mais ils ont aussi la réalité ici dans les écoles. C'est que nos écoles, il y a de la violence dans les écoles. Il y a d'ailleurs un livre qui est sorti là-dessus il n'y a pas très longtemps, qui justement donne la parole à des professeurs en primaire, en secondaire et en supérieur à l'université, qui explique très bien qu'ils ont des élèves de plus en plus qui leur disent « Ah, mais vous savez, ça, on ne peut pas parler parce que le darwinisme, c'est pas bien. Dans le Coran, toute la vérité dans le Coran, etc. » Ils nous ont montré pas mal d'exemples, des professeurs qui se sont fait agresser, des professeurs, je peux vous donner un exemple de quelqu'un que j'ai connu aussi, parce que j'ai beaucoup de témoignages de professeurs. Dans une école à Bruxelles, catholique, il y a eu, ils ont accepté, il y a 15 ans de ça, une femme voilée, en se disant, on est ouvert, si c'est sa religion, on va la laisser rentrer, etc. Sauf qu'ils ont commencé à avoir de plus en plus de femmes voilées. Après, ils se sont retrouvés avec 10 femmes voilées, professeurs en mathématiques, etc. Toutes les autres profs, et d'abord, ils ont retiré toutes les croix qu'il y avait dans l'école. Ensuite, ils ont mis dehors tous les autres professeurs qui n'étaient pas musulmanes. Et il y en a une qui s'est à un moment donné révoltée parce qu'ils obligeaient des jeunes filles à garder le voile alors qu'il faisait très chaud, etc., alors qu'elle voulait l'enlever. Et du coup, elle a dit, nous, on est dans un pays quand même où les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Elle a été agressée vraiment, elle a dû partir parce qu'on lui a dit, ta place n'est pas ici, si t'es pas contente, t'as qu'à partir. Donc elle a dû quitter, elle est tombée en maladie, etc. Donc c'est extrêmement violent. Et donc les professeurs ne sont pas soutenus non plus par les politiques. Encore une fois, c'est aux politiques de prendre ses responsabilités. Et dans les écoles, malheureusement, c'est pas évident. En tout cas, à Bruxelles, c'est un vrai problème. La violence est très présente. Mais tu penses que cette situation peut encore changer? Elle pourrait changer, mais il faut des personnalités politiques qui soient fortes, qui prennent leurs responsabilités. À Bruxelles, on n'en a pas. Donc moi, je compte sur les citoyens. J'espère que les citoyens, eux, vont se révolter, vont dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Et si on est plus nombreux, si les citoyens sont plus nombreux à se révolter, je pense qu'à ce moment-là, les politiques vont prendre les choses en main. Parce que les politiques, ce qui les intéresse, c'est le vote électoral. C'est pas du tout... ils s'en foutent, en fait, de ce qui se passe sur le terrain réellement. Tu as créé le 7 octobre de Belgique. יפעתי רוצה לשאול שאלה, אני מתנצלת. Voilà, après les attentats du 7 octobre, en fait, tu as créé le groupe de 7 octobre Belgium. Pourquoi ça a été important pour toi de créer ce groupe? Mais c'est ça que je voulais demander, c'est quoi ce groupe pour les gens qui ne connaissent pas?
Alors, il y a quelques... Moi, l'antisémitisme, ça fait longtemps que ça fait partie de mon bagage de lutte, parce que je l'ai vu auprès des enfants que je voyais. Et donc, j'essayais justement de lutter contre l'antisémitisme avec les groupes d'enfants quand j'animais les animations, quand je faisais des animations. Et puis, quand il y a eu le 7 octobre, je me suis dit, mais j'avais d'abord, je vais souvent en France, donc j'ai vu que là-bas, il y avait aussi des 7 octobre qui ont été créés, des collectifs. Et je me suis dit, mais il faut aussi ça ici. Parce que j'avais des gens issus de la communauté juive aussi, qui eux-mêmes se sentaient abandonnés. J'avais beaucoup de retours de gens qui me disaient, mais on a l'impression d'être seul, qu'on n'est pas soutenu, etc. Et puis de l'autre côté, j'avais aussi des personnes issues de la communauté qui n'étaient pas juifs, qui soient chrétiens, qui soient musulmans ou ex-musulmans, qui me disaient, ah, mais on est quand même inquiets, nous on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, etc. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais créer un 7 octobre Belgium, mais où je vais inviter tous les non-juifs à se rassembler, et pour que tous les mois, parce qu'aussi, il n'y avait rien qui était visible sur le 7 octobre. On voyait qu'on essayait d'effacer ce qui s'est passé le 7 octobre, qu'on réinventait une nouvelle histoire, qu'on faisait beaucoup de manifestations pro-Hamas, mais pas du tout pour les otages. Et moi, je voulais quelque chose qui soit plus caché, parce que j'ai vu qu'il y avait des choses qui se créaient, mais c'était caché, c'était replié, et il n'y avait que la communauté juive. Et moi, je disais, mais ça va pas, il faut montrer, il faut s'imposer, il faut être sur la place. Donc, j'ai créé ce groupe-là, où j'ai invité des gens. Et donc, ce groupe est constitué de personnes non juives et des juifs aussi qui sont imbriqués, donc il n'y a pas de raison, on ne va pas non plus les exclure. Et l'idée, c'était d'organiser des manifestations sur la place de Luxembourg, dans un lieu qui est visible, qui n'est pas fermé, en face des institutions européennes, pour faire entendre la voix d'abord des otages, montrer qu'on soutient, qu'on n'est pas juif, mais qu'on soutient quand même Israël et qu'on soutient les otages. Et donc pour moi, c'était important de le faire. Il fallait que ça se fasse pour qu'on montre l'exemple. Moi, je pense que si on veut vraiment impacter les gens, il faut montrer l'exemple. Et donc, on avait décidé que tous les mois, on le ferait. Là, pendant les vacances, c'est pas le cas. Mais là, le 17 octobre, on va organiser une grande manifestation place du Luxembourg. J'ai invité des Français, des personnes aussi qui viennent en dehors de Bruxelles, pour essayer d'influencer les institutions européennes, pour faire entendre nos voix auprès des institutions européennes. Et donc, nous attendons quand même beaucoup de monde ce jour-là. Quand tu es entré au studio, j'ai vu ton collier. D'où vient le courage de porter un collier avec Magen David pendant une période quand c'est conseillé de ne pas aller dans la rue avec des objets qui montrent notre religion. Alors, quand il y a eu le 7 octobre, juste après, partout dans les pays, en France, en Belgique, on a dit enlever les mezuzahs, enlever les noms, etc. Moi, je me suis dit, mais attends, on est en train de demander d'effacer les personnes qui elles sont. On est quand même dans un pays libre. Donc moi, je suis contre cette idée-là. Je me dis, c'est aux politiques de protéger la communauté juive et c'est pas à eux de s'effacer et de commencer à se cacher. Et puis après, si vous voulez, moi, l'idée, c'est de dire, pour soutenir la communauté juive, il faut que nous aussi, pour montrer que peu importe, on veut le porter, ce symbole, parce qu'on doit être à côté d'eux. On ne peut pas juste dire on les soutient comme ça et puis se cacher. Et moi, je refuse en tout cas, je pense qu'on est en droit en Belgique ou en France ou partout ailleurs en Occident, d'être qui on est sans avoir peur d'être agressé. Et donc moi, je n'ai pas envie de plier et c'est pour ça qu'il est important pour moi de montrer pour que les gens puissent accepter, s'habituer aussi à voir une Magen David. Et je vois parfois, je vois les regards de certaines personnes qui sont même belgo-belges, qui regardent parfois méchamment, parce qu'ils voient ça. Je vois parfois des réflexions, des insultes aussi, etc. des gens, mais c'est comme ça. Et ça me permet aussi de voir pour la première fois, vraiment là, j'ai vraiment ressenti de l'intérieur qu'est-ce qu'être juif en 2025, en 2024, 2023. En Occident, et j'appelle vraiment tous les non-juifs à porter ça pour qu'ils sachent ce que c'est que de le porter, parce que c'est extrêmement grave. Pour moi, c'est d'une violence qui est inouïe, et je n'ai pas envie de baisser, et quand je vais à la gare du Midi, je le porte, peu importe le regard, et je le vois vraiment le regard, mais ils doivent s'habituer à ça. Et si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'ils viennent le dire, et puis on en discutera. Mais j'ai eu aussi des gens très positifs. Je me suis baladée un jour, j'ai pris avec un ami qui s'appelle Mohamed, il porte aussi un Magen David. Sur son cou, on a pris le bus à Paris
Et on était en face, lui aussi, il est d'origine algérienne et belge. Et en face, il y avait deux personnes, une soixantaine d'années, d'origine marocaine. L'un était algérien, l'autre était tunisien. Et on s'est assis, sans faire vraiment attention, parce que pour nous, maintenant, c'est devenu normal. Et ils nous ont regardés. Il y en a un qui était dérangé. Il s'est levé en soufflant, en disant « il fait chaud ». Et puis il est parti s'asseoir à côté. L'autre est resté, il a commencé à nous parler. Alors il me regarde et puis il disait « ah, les travaux », il nous parle de tout et de rien. Et puis à un moment donné, il dit « moi, je viens de Tunisie. La Tunisie, c'était un beau pays, mais maintenant, avec tout politique, ce qui se passe, etc., ça va pas. Et c'est à cause d'Israël, etc., etc. » Donc, et je lui dis « mais monsieur, mais pourquoi ce sera à cause d'Israël ?» Je dis « mais vous êtes Tunisien, vous vivez ici, vous êtes combien de Tunisiens en France ?» Alors il me dit « ah, on est 5 millions. » Je dis « vous n'êtes pas capable, vous, de remonter un peu le pays, votre pays, de construire quelque chose? C'est toujours la faute des autres. » Et il a été très saisi, il ne s'attendait pas à ça. Puis il s'est présenté, il a dit « moi, je m'appelle Mohamed. » Et donc, mon ami Mohamed lui a dit « moi aussi, je m'appelle Mohamed. » Puis il m'a dit « et vous ?» Je lui ai dit « Fadila ». Alors quand il a vu ça et qu'il nous a regardé, il ne comprenait plus rien. Puis on a commencé à continuer à discuter. Le fait d'être franche avec lui, d'avoir été très, juste une discussion avec un débat et argumenté. À la fin, le monsieur il s'est levé et il nous a vraiment serré la main avec une gentillesse en nous disant « ah, en tout cas, vous êtes vraiment gentil. » C'est vraiment comme s'il nous disait, parce qu'il n'a pas compris qu'on n'était pas juif en fait. Et c'est comme s'il nous disait « oui, vous êtes juif, mais vous avez l'air gentil, vous êtes finalement bien. » Et pour nous, ça nous a fait plaisir parce qu'on s'est dit, vous voyez, en discutant avec quelqu'un, ça lui a peut-être permis aussi d'ouvrir un peu les yeux et de sortir de sa victimisation et de cette idée qu'il a de la communauté juive. Et finalement, voilà, il y a des côtés négatifs qui se produisent, mais il y a aussi des côtés positifs, comme aussi Adela, qui est une ex-musulmane, qui disait je suis une ex-antisémite, et qui est venue pour manifester avec nous, et qui a dit, voilà, je suis une ex-antisémite, et qui a expliqué tout son parcours et comment maintenant elle sort de l'antisémitisme. C'est aussi tout un processus, c'est très difficile, même pour les gens qui ont quitté l'islam, même pour eux c'est compliqué de sortir de l'antisémitisme finalement. Et comment tu gères les peurs, l'angoisse autour de ça? Parce que réveiller chaque jour et savoir qu'il y a les gens qui détestent, qui peut-être te voient comme traîtresse. Traîtresse, on dit? Oui. Détresse. Ouais. Et c'est pas facile vivre comme ça et regarder tout le temps derrière toi pour éviter les dangers. J'ai fini par accepter. Vraiment, je me suis dit, c'est notre combat maintenant. Je préfère combattre pour la justice et la vérité et me dire que si demain je meurs, au moins, ça va être... Je suis apaisée avec mes idées, je suis vraiment en phase avec mes valeurs. Donc, si demain je meurs, je mourrai en paix. Pour moi, c'est le plus important. Parce que quand on a grandi dans la haine, quand on a grandi avec la haine des autres, etc., on n'est pas bien au fond de nous-mêmes. Donc, je sais ce que c'est que de vivre finalement. Et je préfère nettement maintenant, même s'il y a un danger, même s'il y a des risques, etc., je préfère nettement ma condition actuelle. Mais je reste quand même prudente. Je ne suis pas non plus une kamikaze. Je regarde quand même autour de moi, etc. Je crois que ce qui m'affecte le plus, c'est surtout la violence envers la communauté juive, ce que je vois maintenant. Et quand j'entends que des personnes se font agresser, ou quand je vois des gens de la communauté juive qui sont en larmes et qui partent, qui quittent leur pays, la Belgique ou la France, pour aller en Israël, même si c'est un très beau pays, Israël, par ailleurs. Mais le fait est qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de perdre. On est en train de perdre une partie de notre humanité, parce qu'il n'y a rien à faire. La communauté juive, c'est une partie de l'humanité. Et donc, ne pas se battre pour elle, quelque part, on perd notre humanité. Et donc, pour moi, il est hors de question de perdre cette part d'humanité. Est-ce que tu as le sentiment que tes actions sont reconnues et sont appréciées au sein de la communauté juive? Alors, il y a longtemps que je ne regarde plus ce que les gens pensent de mes actions, honnêtement, parce que j'ai été beaucoup déçue par certaines réactions. Je ne suis pas forcément soutenue par beaucoup, on va dire, d'institutions, même juives. Certaines, ça va, et puis il y en a beaucoup où ce n'est pas vraiment le cas. Mais je suis pas mal soutenue par les citoyens, qui soient de toutes les communautés, juifs, musulmanes, ex-musulmanes, chrétiennes, etc., parce que je pense que les citoyens savent que ce que je dis, ils le vivent, ils le ressentent, mais ils auraient bien aimé qu'avoir des institutions qui ont le courage de le faire aussi. Et je pense que ça, c'est important.
Donc c'est vrai que le message que je donnerais, c'est plutôt vraiment d'avoir que les institutions se réveillent, quelles qu'elles soient, pas forcément que de la communauté juive, mais aussi les autres, hein, on est tous responsables. Et donc je pense qu'il faut que les gens maintenant commencent à prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire et que c'est maintenant que ça se passe, que c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans, il sera trop tard. Au niveau des cafés laïcs et tout ce que tu fais, est-ce que tu trouves ou tu vois que ça en fait, ça ouvre des ponts entre des communautés qui n'ont pas vraiment de la chance d'avoir un dialogue objectif? Alors, ce qui est bien avec le Café laïque, c'est que comme on a des invités, des intellectuels qui viennent de partout pour parler de tous les sujets sans tabou. Chez nous, il n'y a pas de tabou, donc on peut vraiment débattre de tout. La seule condition, c'est que les gens soient respectueux des uns et des autres, mais avec des arguments, pas d'insultes. Et les gens, quand ils viennent de partout. C'est-à-dire qu'on a de tout. Nous, on ne choisit pas, on ne dit pas, vous devez être ceci ou cela. C'est que toute personne qui veut venir débattre, discuter ou s'informer sur des situations, sur des problèmes politiques, géopolitiques, etc., ou sur le fondamentalisme, que le comprendre ou autre, sont bienvenus au Café laïque. L'objectif du Café laïque, c'est que les gens puissent s'armer intellectuellement, qu'ils apprennent des arguments pour ensuite pouvoir débattre à l'extérieur. Moi, j'ai vu l'évolution entre le début, quand on a créé les Cafés laïques, on a vu les gens qui explosaient tellement, parce qu'à Bruxelles, il n'y a pas de débat. Le débat n'existe pas et les gens ont peur et puis on leur interdit de parler, sinon ils sont traités de fascistes. Même pas à la télévision, c'est pas voilà, vraiment et à un la débat. télé, la partie francophone, ici en partie francophone, il n'y a pas de débat. Donc j'ai senti qu'ils avaient un besoin de parler. Et puis une fois qu'ils ont fait ça, après je trouvais que les choses commençaient à se construire. Les gens commençaient à avoir des arguments, à commencer à mieux trouver, à analyser un peu mieux, etc. Et donc c'est pour ça que c'est important. Après, je dirais qu'on a quand même eu aussi beaucoup de problèmes avec le Café laïque, c'est que on nous empêche de les faire. Le dernier Café laïque, on nous a annulé le Café laïque une semaine, la location de la salle une semaine avant l'événement. Donc on voit que politiquement, il y a des pressions, des associations, des politiques, etc. Il y a une pression contre nous, contre moi. Et c'est très très difficile. Bon, on essaie de tenir, hein, mais on va quand même continuer. Prochain Café laïque, c'est avec un ex-musulman qui s'appelle Bilal Houssini, qui est un ex-musulman et qui va venir aussi nous parler un peu de ces sujets. Il est passé il n'y a pas longtemps sur CNews. Et donc, les gens sont assez contents. Donc, je les attends vraiment, en tout cas, le 18 ici et le 15, ce sera à Paris, pour justement rencontrer d'autres personnes, voir un peu comment est-ce que la communauté musulmane ou les ex-musulmans eux-mêmes vivent les choses, comment ils ont fait leur cheminement. C'est important aussi pour certains, et puis même pour les musulmans, je pense que c'est important aussi d'entendre qu'il y a des ex-musulmans qui ont fait tout un cheminement, qui ont réfléchi et qui sont sortis de l'islam. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent sortir de l'islam, ça veut juste dire que le débat, il doit être possible, même si les gens sont musulmans. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut accepter l'autre comme il est. Si je continue la question Ifat posait juste avant, et par rapport aux supports, les soutiens, mais à l'autre côté, parce que tu vois, tu as créé le 7 octobre, tu soutiens soutenir les communautés juives et les manifestations, mais à l'inverse, est-ce que tu as aussi le soutien des communautés juives des citoyens. avec ton battre et des extrémismes dans la communauté marocaine pour éviter les mariages forcés. Non, je dois dire que là, à ce niveau-là, j'ai pas de soutien à ce niveau-là. Honnêtement, je ne vois pas. J'ai des citoyens qui sont conscients et qui m'envoient très souvent du soutien moral, etc., qui m'envoient des messages, etc. Certains m'ont aidé quand même aussi, même pour les procès, parce que les procès sont très chers. Et donc, il y a des gens qui font des dons pour que je puisse payer les avocats, parce que sinon, je ne pourrais pas le faire. Ça, c'est très clair, parce que les islamistes, ils font le djihad judiciaire. Ils savent comment il faut attaquer les gens. Donc, j'ai quand même des personnes qui soutiennent quand même ces actions-là. Après, c'est vrai que on m'invite pas forcément, très peu m'invitent, que ce soit au Parlement européen pour parler, que ce soit au Parlement bruxellois, que ce soit dans des grandes structures associatives, etc. Ça commence, j'ai eu 2 invitations où j'ai pu parler, etc. Ça commence maintenant.
Mais je pense Ok. qu'il y en a d'autres qui veulent pas que je parle parce qu'ils ont très peur de ce que je pourrais dire, parce que moi, je suis assez libre et je sais qui a travaillé avec qui a fait quoi. Ouais. Donc les gens, ils ne veulent pas que je dise tout ce qui se passe et comment Ouais. est-ce que les gens ont travaillé ou collaboré avec des islamistes, avec des politiques un peu bizarres, etc. Donc voilà. Et donc ils essayent de faire en sorte que ce soit pas le cas, que je ne sois pas soutenue. Mais bon, après, vous savez, moi je pense que il y a une justice, il y a la justice de l'histoire. L'histoire se Ouais. rappelle. Ouais, ça c'est vrai. On arrive, c'est les dernières minutes des podcasts. Je voulais conclure avec l'espoir et ce qui l'avenir en fait. Est-ce que tu peux si tu dois adresser un message à la jeunesse, aux enfants, quel serait-il? Quel message tu veux transmettre? Je crois qu'à l'heure actuelle, vraiment, si on veut rendre comment dire, service aux jeunes, il faut absolument leur dire qu'ils doivent apprendre à se battre et à se défendre. Pas qu'intellectuellement, bien sûr, intellectuellement, il faut continuer, mais physiquement aussi, il faut apprendre à se battre. Parce qu'en face, on a des gens qui veulent nous tuer, qui veulent notre mort, ils sont pas là pour la paix. Donc nous, si on veut la paix, il faut savoir la défendre. Et moi, c'est pour ça que je continue à soutenir Israël, parce qu'ils font le travail que finalement les pays occidentaux ne font pas. Et vraiment, aux parents et aux familles, c'est de dire, mettez vos enfants à apprendre des sports de combat, à apprendre à se défendre physiquement, parce qu'on est responsable d'eux maintenant. Donc il faut prendre ça très très au sérieux. Alors beaucoup vous disent oui, mais c'est un appel à la haine, pas du tout. Si on veut vraiment éviter la guerre civile, si on veut éviter le chaos, si on veut éviter les agressions et la violence, il va falloir être capable de se défendre. Parce que sinon, l'ennemi sait qu'on est capable de se défendre, il va réfléchir à 2 fois avant de nous attaquer. Par contre, s'il voit qu'on est des gens faibles, il va nous agresser. C'est ce qui est en train de se produire. Et malheureusement, on est dans des sociétés actuellement, en Occident, nous ne sommes plus protégés, on n'est plus en sécurité, il faut apprendre à se défendre. Et donc, c'est le message que j'ai envie d'adresser un peu partout, c'est de dire, apprenez à vos enfants à se défendre physiquement. Dernière question. Non, pas question, mais peut-être un mot optimiste. Si tu as pour nous, Quel est ton rêve pour la ouais. Belgique, de demain? Le rêve de la Belgique, c'est qu'il y ait des voix, que des gens maintenant se lèvent tous ensemble, qu'on sorte tous dehors et qu'on crie qu'on ne veut plus de tout ça et qu'on a vraiment envie de revivre paisiblement dans une démocratie digne de ce nom et de défendre vraiment ces belles valeurs qui sont la démocratie. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, la Belgique, en plus c'est bientôt le 21 juillet, donc belle fête nationale à tous les Belges, mais il faut qu'ils défendent encore cette Belgique, cette belle Belgique avec cette belle culture, ses bières, etc. On a vraiment beaucoup de belles choses. Il faut défendre notre culture. Et le chocolat qui est très bon, très additif. Merci beaucoup. Merci, Fadila. merci pour être ici avec nous aujourd'hui. Toda. Toda Rabba. Quel message, beaucoup de messages et on te souhaite beaucoup de chance avec tout ce que vous faites. C'est en fait c'est très intéressant. Continue ton magnifique travail. Tu es vraiment belle personne. Et les choses que tu fais, honnêtement, on espère qu'il y a plus en plus les gens comme ça. Changement. Il y en aura, je vous assure qu'il y en a. Merci beaucoup. merci beaucoup. ותודה שאתם כאן איתנו בהכי ישראלי 90.2 FM ברדיו ג'ודייקה. עד לפעם הבאה, תישארו איתנו. ביי.